donc nous Nous sommes en live sur la chaîne Twitch de Pure Pause. Est-ce que il n'y a pas de problème de son, tout le monde nous entend, visiblement oui, on disait qu'on nous entendait. Donc on est là ce soir pour la deuxième audition de Caroline Janvier sur sa proposition de loi visant à prévenir de la surexposition des enfants aux écrans. Bonsoir, il y a de l'écho, nous dit Kirnakir. Il y a beaucoup d'écho, c'est vraiment dérangeant. Il faut peut-être qu'on ferme tous nos micros quand on parle pas à ce moment-là. Ouais. Bonsoir. Première fois, un peu oui, c'est dérangeant. Est-ce que là c'est mieux? Vous m'entendez? Là on ne t'entend plus, Alexandre. Ouais. Ok, pareil. Je vais baisser un peu le volume du micro. Beaucoup d'écho. En tout cas, bonjour Zutrezul, c'est des nouvelles personnes sur le chat. Bienvenue sur la chaîne. Désolé d'être dans des conditions un petit peu spartiates ce soir, mais on n'a pas pu échapper au Covid malheureusement, ce qui fait qu'on est à distance. Donc je disais, on est sur la deuxième audition de Caroline Janvier. La semaine dernière, elle a auditionné le maire d'Arras, donc Frédéric Le Turc, et Vincent Donnery, le président de la Fondation pour l'enfance. Donc on était sur une audition tournée vers le milieu associatif et le milieu local, avec l'expertise de monsieur Le Turc. Et aujourd'hui, on est sur une audition plus... médicale, clinicienne de l'approche de la surexposition aux écrans, avec notamment Marie Danet, maîtresse de conférence à l'université de Lille, et psychologue clinicienne, Serge Tisseron, psychiatre et fondateur de l'association 36912, et Hubert Salone. Je prononce bien d'ailleurs, monsieur Salone, c'est comme ça qu'on... Salin, Hubert Salin, voilà. Excusez-moi. Et donc président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et Caroline. Je suis membre. Pardon. Je ne suis pas le président. Et Caroline Janvier, donc députée de la République En Marche, mais maintenant vous avez l'habitude de la voir sur notre chaîne. Donc, bonjour à tous et puis merci d'avoir accepté l'invitation pour cette deuxième audition. Peut-être que... Oui, mais ouais. Merci beaucoup à tous les trois, Serge Tisseron, Marie Danet et Hubert Salone d'avoir accepté cette invitation. Alors effectivement, on fait au mieux dans des conditions qui sont moins idéales que lorsqu'on est réunis dans un même endroit. Mais ce que je souhaitais faire, moi, pour vous expliquer rapidement le principe, c'était conduire sur cette plateforme Twitch les auditions de la même façon qu'on le fait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'on mène un certain nombre d'auditions, de tables rondes pour éclairer le sujet que l'on aborde et permettre à ceux qui nous regardent aussi d'avoir les expertises ou les retours d'expérience de ces tables rondes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un premier tour de table pour que chacun puisse représenter ses travaux et sa vision du sujet. Donc, pour rappel aussi très, très rapidement, mon objectif est que l'on aboutisse à un texte, à une proposition de loi, et j'ai commencé à travailler évidemment sur un certain nombre d'objets, de contenus que je vous proposerai au cours de cette audition. Et voilà, l'idée, c'est que vous puissiez me dire en toute transparence ce que vous pensez aussi de tout ça. Donc peut-être pour commencer, Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes un expert très reconnu sur cette question-là. Vous êtes notamment à l'origine des balises 36912 qui font aujourd'hui figure de référence et qui sont notamment destinées à guider les parents sur un certain nombre de comportements à adopter à la maison. En deux mots, mais vous le direz beaucoup mieux que moi, pas de télé avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'internet avant 9 et de réseaux sociaux avant 12 ans. Voilà, dans un monde où on voit que les écrans sont omniprésents et de plus en plus, les derniers résultats, notamment de la cohorte ELF, nous le montrent bien.
quels outils sont pour vous les plus adaptés aujourd'hui pour réguler cette omniprésence des écrans et protéger les enfants en fonction évidemment de leur âge respectif. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Caroline Janvier de cette invitation et de la possibilité de cet échange. Alors effectivement, j'ai commencé à me préoccuper des écrans dès les années 1995, 1998, j'ai commencé à ce moment-là, et avec la télévision, et puis de nouvelles technologies d'image sont apparues et des problèmes toujours nouveaux sont apparus sans que les pouvoirs publics semblent s'en préoccuper. Donc je vous remercie de prendre cette initiative. Donc, vous avez eu la gentillesse de citer les balises 36912 dans leur version originelle. Aujourd'hui, elles ont beaucoup changé. Ce ne sont plus des pas ceci, pas cela, pas ceci, pas cela. C'est beaucoup plus faites ceci, faites cela, faites ci, faites cela. Et jouer, parler, arrêter la télé, par exemple, avant 3 ans. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on les trouve sur le site de l'association 36912. Alors, qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui préoccupe l'association autour des écrans et des enfants? Ben, deux choses, hein. Tout d'abord, le fait que les producteurs de contenu truffent de plus en plus leur production d'algorithmes qui invitent tout le monde, enfants et adultes, à y rester toujours plus longtemps, à y apporter toujours plus d'informations personnelles, y compris les enfants. Hein. La protection de la vie privée des enfants est aussi un problème qu'on ne pose pas suffisamment quand les plateformes leur pompent leurs données. Et puis des plateformes qui amènent aussi à acheter de plus en plus. Et ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui sont en cause, c'est aussi les plateformes de jeux vidéo appelées free-to-play, dans lesquelles, soi-disant, c'est gratuit, mais il faut constamment, l'enfant est constamment soumis à la pression d'acheter un pas de danse, un vêtement, une skin, une peau, une apparence, quoi, voilà, et ça coûte très très cher à certaines familles sans qu'elles arrivent à s'en protéger. Donc d'abord la question des plateformes, des algorithmes, qui nécessitent très probablement une régulation plus européenne que nationale d'ailleurs. Et d'un autre côté, le problème du mauvais exemple que donnent beaucoup de parents. Et c'est là-dessus, nous, qu'on travaille, parce que l'association 36912, on n'a pas pour ambition de mobiliser les pouvoirs juridiques et les pouvoirs technologiques, d'autres sont mieux placés que nous. En revanche, on travaille sur les aspects éducatifs, et depuis quelques années, on est très préoccupé de voir que beaucoup d'enfants grandissent avec des parents scotchés à leur téléphone mobile. Les Américains ont inventé un mot pour ça, ils appellent ça la technoférence. C'est un mot qui évoque l'interférence de la technologie dans une relation. Et il y a quand même des études assez alarmistes qui montrent que lorsqu'un enfant interagit avec un adulte qui utilise son téléphone mobile, cet enfant vit une certaine insécurité. Et si la situation se répète, cette insécurité va grandissante parce que le parent partage son attention et souvent il en consacre plus à son téléphone mobile qu'à son jeune enfant. Le parent fait des phrases plus courtes, il a moins de mimiques et les Américains ont décrit des syndromes d'abandon ou des troubles du développement consécutifs à cette passion de certains parents pour leur téléphone mobile. Voilà. Donc on peut parler plus longtemps si vous voulez après quand l'enfant grandit, des problèmes qui se posent, mais déjà avoir conscience que si les fameux GAFA ont leurs responsabilités, les parents ont aussi la leur et que les enfants sont autant menacés par une certaine forme de désinvestissement parental aujourd'hui que par les algorithmes développés par les plateformes. En effet, et ça c'est une question qui revient beaucoup à la fois dans les contributions qui sont faites sur la plateforme de Purpose, hein, où tout le monde peut contribuer à cette proposition de loi, et dans les auditions que nous avons déjà menées. Maintenant, peut-être, ça serait intéressant de vous entendre, Marie Danet. Vous êtes psychologue, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, présidente de l'association eChild, dont vous pourrez aussi nous parler. Vous avez exercé comme infirmière en pédopsychiatrie, mais aussi en crèche et en PMI. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur la façon dont on peut, dont il faut ou pas limiter, réguler les écrans, l'usage des écrans dans les lieux d'accueil des jeunes enfants. C'est l'une des propositions que je fais. Est-ce que vous pensez que cela est pertinent? Est-ce que vous pensez qu'il faut également former davantage les professionnels de la petite enfance et à quoi? Voilà, je vous remercie.
Alors, mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation et puis effectivement pour cette opportunité d'échange. Alors, je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que M. Tisseron disait à l'instant, à la question de la technoférence. Effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en tant que psychologue de la petite enfance. Et donc, notamment, moi, je m'intéresse beaucoup aux liens d'attachement par enfant et j'étudie la question des usages numériques en lien avec justement ces problématiques. Et il est vrai que finalement, dans la petite enfance, c'est un sujet majeur, donc aussi bien pour que les parents fassent attention à leur usage quand ils sont en compagnie de leurs enfants, mais également aussi les personnes, toute personne qui va s'occuper finalement de l'enfant. Donc on peut évoquer les assistantes maternelles. Alors en crèche, c'est un petit peu plus régulé parce que généralement, les auxiliaires n'ont pas forcément l'autorisation de pouvoir avoir accès à leur téléphone quand elles sont auprès des enfants. Mais effectivement, il y a une vraie question de l'usage des adultes auprès de l'enfant quand il s'occupe de lui. Et puis pour ce qui est aussi effectivement de la formation des professionnels de la petite enfance, je pense que beaucoup ont besoin aussi d'être formés sur ces questions, notamment parce que les parents aussi les interrogent beaucoup sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est conseillé. Ce sont les premiers interlocuteurs finalement des jeunes parents. Et l'éducation des parents peut aussi passer par l'éducation, la formation des professionnels de la petite enfance. Donc en crèche, c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus cadré, mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui vont garder les enfants donc, à domicile, comme les assistantes familiales, les auxiliaires de vie, et bien pour ces personnes-là, effectivement, c'est comme dans la famille, en fait, il est important de pouvoir avoir un usage régulé des outils numériques. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, je vous propose d'écouter Hubert Salone. Donc, vous êtes porte-parole ou membre uniquement de la Fédération des parents d'élèves Ah, de l'enseignement. je viens de terminer mon mandat de porte-parole et je suis membre, mais j'ai suivi tous ces dossiers et ce sont des sujets qui m'interpellent aussi en tant que parent, parce que il faut bien dire que ces questions-là ne sont pas forcément au cœur des associations de parents d'élèves qui voient souvent leur rôle plus à l'intérieur des écoles. Dans l'école primaire, c'est souvent un peu organisateur de kermesse, hein, c'est trouver de l'argent pour l'école, au collège, lycée, c'est les conseils de classe, c'est les conseils de discipline, c'est toute cette organisation-là. Et finalement, ce qui se passe, les messages de prévention, les messages de santé, c'est un peu considéré comme étant de la vie privée des gens, hein. C'est-à-dire que, attention, nous les parents d'élèves, on fait des choses, mais ce que les gens font eux-mêmes chez eux, la façon dont ils élèvent leurs enfants, ça ne doit pas nous... c'est de la vie privée, hein. Et on voit de toute façon au niveau des écoles, ce qui se passe, l'éducation des enfants, c'est aussi de la vie privée, hein. Quand on discute avec des enseignants, ils nous racontent qu'ils voient des enfants qui s'endorment à table dans la classe, mais parler à des parents du sommeil de leur enfant, c'est quelque chose une limite qu'ils franchissent pas parce que on sort du cadre de l'école et on rentre dans le cadre de la vie familiale. Et les associations de parents d'élèves sont aussi un peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on s'occupe de choses qui sont liées à l'école, mais on s'occupe pas des questions de santé mentale au niveau des enfants. Alors il y a bien sûr, ces sujets-là sont abordés, mais souvent c'est par le harcèlement. Hein, quand on parle au niveau collège, du harcèlement au niveau téléphone qui dure 24 heures sur 24, ce sont ça. Il y a de temps en temps des conférences qui sont faites par des parents parce que là, il y a d'un seul coup un parent militant qui dit faut faire intervenir quelqu'un qui va vous parler des écrans. Voilà, c'est un peu ma position à moi puisque moi je fais des enfants. Monsieur Tisseron a travaillé, agi, proposé dans fin des années 90 et moi c'est l'époque où mes enfants sont nés. Donc forcément, 3, 6, 9, 12, je connais par cœur. Donc j'ai aussi élevé mes enfants dans ce cadre-là, mais je dirais que c'était presque facile à l'époque, hein, parce que mes enfants ont grandi, ils ont avancé juste avant la vague, donc les pressions n'étaient pas les mêmes, quoi. Pas de télévision, c'était pas trop un problème, parce que comme je disais souvent aux gens, l'étonnant, c'est pas le fait qu'on n'ait pas de télévision, parce que souvent les gens croyaient que c'était pour une question d'argent. Je leur disais, si, hein, on peut. Et je leur disais, la télévision, le plus étonnant, c'est pas qu'on n'en ait pas, c'est le fait qu'on s'en passe très bien et que ça nous manque pas un jour de l'année. Après, il y a eu
les téléphones portables qui sont rentrés progressivement au collège, mais qu'on a quand même réussi à maîtriser. Et puis après, quand ils sont grands, voilà, mais je ne sais pas comment on aurait fait si 5 ans plus tard, c'était quand même très compliqué. Hein. Alors moi, j'ai travaillé au niveau de la PEP, et là, on s'est engagé, nous, pour l'interdiction des usages non pédagogiques du téléphone portable au collège. Hein, parce qu'on a dit que le téléphone est interdit au collège, non, c'était les usages non pédagogiques. Donc pour trouver une place aux écrans au niveau de l'école. Mais on voit aujourd'hui que nous, les parents, c'est compliqué pour nous parce que on est absorbé de la même façon que nos enfants par les écrans. C'est difficile de garder quelque chose d'être raisonnable. Hier soir, par exemple, juste pour terminer, j'ai discuté avec une personne qui m'est proche de la réunion de ce soir sur les écrans, et puis en même temps qu'elle parlait, elle a ouvert son ordinateur pour me dire: Julie, je te parle des écrans, et elle m'a dit: oui, mais je regarde si j'ai pas un message. Et ça m'a d'autant plus énervé que j'en suis au même niveau. Hein. Donc c'est difficile pour nous c'est difficile pour les parents de travailler avec les enfants, mais pour autant, je pense que c'est quelque chose d'indispensable parce que quand on est vigilant à ça, on voit bien que on va vers une catastrophe. Oui, alors voilà, c'est peut-être là-dessus, moi, je voudrais maintenant avoir votre avis, chacun à tour de rôle. C'est que moi, le point de départ de ma réflexion, c'était d'une part d'essayer de déterminer si oui ou non il y avait des effets en fonction de deux paramètres, la durée d'exposition et l'âge de l'enfant. De ce que j'ai pu lire et voir comme information solide à ce sujet, c'est-à-dire validée par des scientifiques, par des experts, et bien c'est d'une part qu'il y a des effets sur le langage, hein, avec une multiplication des risques d'apparition de troubles primaires du langage, d'autre part sur le sommeil, et on sait qu'il y a aussi un lien il y a un lien évidemment entre le langage et les apprentissages scolaires, mais aussi entre le sommeil et ces apprentissages. Enfin sur l'alimentation, avec une augmentation notamment des risques d'obésité, et ensuite sur les interactions, sur le développement finalement à la fois cognitif et affectif de l'enfant. Donc ça serait ma première question, ça serait voilà, d'avoir votre avis à vous, notamment les experts sur ces effets-là. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où on constate des effets, et encore une fois, je crois qu'il faut bien différencier effectivement les moins de 3 ans, des 3, 6, 6, 9, et puis peut-être des adolescents, où là, on s'intéresse souvent plus au contenu, hein, à la question du harcèlement, de l'addiction aux réseaux sociaux, en fait, à l'accès à la pornographie. Euh, donc, mais pour moi, c'est une question un peu différente que celle, encore une fois, de l'exposition en tant que telle aux écrans. Le deuxième sujet, c'est quelles sont les décisions et les conclusions que l'on en tire, comment les pouvoirs publics prennent acte de ces effets-là et prennent des mesures pour les protéger. Et dans ma proposition de loi, j'en avais un certain nombre, comme, je vous les cite rapidement parce que l'idée, c'est évidemment de vous entendre, la régulation de l'accès aux écrans dans tous les établissements qui accueillent des enfants, hein, petite enfance, et ensuite sur les établissements scolaires et lieux de garderie, la formation des professionnels qui s'occupent de ces enfants, des puéricultrices aux assistantes maternelles en passant par évidemment les enseignants, la sensibilisation des parents par différents outils, campagnes de prévention et inscription dans les carnets de grossesse, carnets de santé, et enfin le fait de mettre des messages de prévention sur les tablettes, téléphones, écrans, de la même façon qu'on le fait par exemple sur les paquets de cigarettes pour informer évidemment tout le monde. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je voudrais que vous réagissiez à la fois sur ces deux éléments que sont les dangers, les risques d'une exposition trop importante, trop précoce aux écrans, et les actions qui doivent être prises et nécessiter éventuellement la mise en place d'une proposition de loi. Peut-être on peut refaire dans le même sens à ce moment-là. Serge Tisseron, je vous laisse commencer. Alors, juste avant, j'aimerais me faire le relais du chat parce qu'on est quand même sur Twitch. Au sujet des parents, il y a des parents, au-delà de l'information, il y a même des parents qui se disent dépassés eux-mêmes, même s'ils veulent bien faire, ils ne savent pas comment faire. C'est ce que nous dit Waiting for Solal, Kirnakir, qui nous disent que beaucoup de parents ne doivent pas connaître les conséquences de cette exposition. J'ai aussi quelqu'un qui a déposé une contribution sur la plateforme Purpose et qui dit, on parlait de l'interdiction, vous parliez Hubert Salin de l'interdiction au collège, là ce serait même en primaire, puisque une personne nous dit mon fils est en CM2 et une grande partie de l'enseignement est réalisé sur tablette.
voilà, c'est pour apporter des témoignages de ce que les gens nous disent actuellement dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, et à ce Ouais. moment-là, effectivement, on peut continuer Oui. et réagir à ces Voilà, interpellations. D'accord. Écoutez, je vais d'abord réagir rapidement à toutes les questions que vous posez, si tant est qu'on puisse essayer de le faire rapidement. Alors, il existe beaucoup d'études de corrélation, hein, évidemment, sur les enfants, les écrans à tous les âges et tout. Le problème, c'est que, heureusement, les chercheurs sont de plus en plus modestes et ils prennent de plus en plus le soin de noter dans leurs publications scientifiques que ce ne sont que des études de corrélation. Alors que pendant très longtemps, les choses passaient comme ça, voilà, à la masse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prudence. Regardez par exemple la dernière une étude donc, qui a été assez médiatisée il y a quelques mois, une petite année, sur le fait que les enfants qui prennent leur repas avec leurs parents sans la télévision ont un meilleur niveau verbal que ceux qui grandissent dans des familles où la télévision marche pendant les repas. Bon ben, ça peut s'interpréter de deux façons. Soit il y a certaines familles, on parle beaucoup plus facilement de tout et on n'allume pas la télévision pour être tranquille. Et puis dans d'autres familles où on n'a rien à se dire, on allume la télévision parce qu'au moins ça meuble le silence. Donc si vous voulez, c'est une étude de corrélation, ça ne prouve pas une causalité. Ça ne veut pas dire que si on dit aux parents éteignez la télé pendant le repas, les parents vont se mettre à raconter un tas de choses et leur enfant va avoir un meilleur niveau verbal. Je peux en témoigner parce que quand j'étais enfant, j'ai grandi d'abord sans la télé dans ma famille, après avec la télé. Je peux vous garantir qu'avant qu'il y ait la télé, personne ne se disait rien pendant le repas. Donc, je suis bien placé pour savoir qu'on peut vivre sans télé et sans parole. Voilà. Alors, donc, beaucoup d'études de corrélation, très peu d'études de causalité. Par contre, deux points semblent certains. Alors, il y en a un qui est d'ailleurs présent déjà dans les carnets de santé, c'est les troubles de l'attention-concentration consécutifs au fait qu'un jeune enfant grandisse tout petit dans une pièce où la télé est allumée, parce que ça l'empêche de se concentrer durablement. Donc ça, les études de Tiffany Pempek, puis reprises par Pagani, apportent une espèce de certitude, et c'est bien que dans les carnets de santé ce soit marqué. Et puis le sommeil qui est le grand perdant, puisque vous savez que non seulement il y a la tentation quand l'enfant grandit, ou les adultes, de réduire le temps de sommeil pour voir plus de séries, pour jouer plus longtemps aux jeux vidéo, etc. Mais il y a aussi le fait que l'écran, avant le coucher, eh bien, perturbe les rythmes nicténéraux, voilà, perturbe l'hormone du sommeil. Et donc, du coup, il faudrait faire une sorte de couvre-feu, arrêter les écrans, mais aussi arrêter les LED, parce que si vous arrêtez votre écran dans une pièce où il y a une LED qui vous inonde de lumière, c'est pas mieux, de toute façon c'est pareil. Donc si vous voulez, là on rejoint le fait que les LED dans les écrans, c'est un cas particulier de l'extraordinaire gabegie et de l'extraordinaire pollution lumineuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans les villes. Il faudrait réduire partout l'intensité lumineuse. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent à côté d'un éclairage public dans les grandes villes et leur chambre est pleine de lumière parce qu'il est impossible de mettre des rideaux occultants suffisamment épais et efficaces. La lumière passe toujours. Il y a beaucoup d'enfants qui dorment dans des chambres trop lumineuses à cause de ces éclairages urbains. Vous voyez ça pour dire que si on touche au LED, qui est souvent incriminé dans les écrans, il faut quand même élargir le point de vue. Voilà, donc le sommeil, capacité d'attention, concentration. Alors, pour répondre à ce qui vient d'être dit, qui me paraît c'est deux gros problèmes. Pour répondre à ce qui vient d'être dit, l'accès aux écrans à l'école, c'est pas seulement le fait que les enfants soient invités à avoir une tablette ou un ordinateur pour travailler. Sur le site 36912, on a très souvent des alertes de parents qui disent à la pause méridienne, on met mon enfant, tous les enfants sont mis devant un écran, et alors mes enfants n'y ont pas échappé. Et ce qui est terrible, c'est que les programmes, si on peut appeler ça des programmes, les films sont mis par des éducateurs sans aucune formation, qui sont salariés par la ville, à Paris comme dans les autres villes, et ces éducateurs ne sachant pas comment prennent un DVD chez eux, et c'est comme ça que ma fille a vu un jour la première partie du film Le Voyage de Chihiro en maternelle. Alors que c'est un film absolument terrifiant, elle a fait des cauchemars, elle a eu une phobie du noir, pas peur du noir, voilà. Et quand on s'adresse au directeur d'établissement, le directeur d'établissement dit c'est pas moi, c'est l'éducateur on le cherche, il est déjà parti, parce que c'est très très volatile les éducateurs de ville, et finalement on n'a pas d'interlocuteur, et quand on s'adresse à l'académie, il dit écoutez, j'en sais rien. Donc il faudrait absolument, ça vous trouverez des indications, je crois qu'apparaît la parole, il faudrait beaucoup d'indications dans le rapport que j'avais fait
à la demande du Centre national de la cinématographie, puisque j'avais été mandaté pour faire un rapport sur la protection de la jeunesse à l'ère d'Internet. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de préconisations sur la façon justement de créer une bibliothèque de documents en ligne auxquels les éducateurs puissent avoir accès, etc. Parce qu'il ne faut pas rêver, avec la pause méridienne, comme elle est faite en France, parce que si vous tournez vers les États-Unis, la Suède, tout est différent, mais avec une pause méridienne aussi longue que ce qu'elle est en France, dès qu'il pleut, vous n'échappez pas aux écrans. Ou alors il faudrait qu'il y ait des armées d'éducateurs formés, et ça coûterait des fortunes, et ça ne se fera jamais, pour qu'ils organisent des jeux collectifs avec les enfants. Donc les écrans sont incontournables, mais il faut que ce soit des bons écrans, des écrans éducatifs, pour que les enseignants aussi soient associés, qu'il y ait un avant, un après, une discussion. Sur les carnets de santé, on en a parlé. Et puis sur les indications sur les produits ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans, etc. Oui, bien sûr, sachant, comme je vous disais, d'ailleurs que vous en avez parlé, qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'études montrant l'efficacité de ces messages, puisqu'ils sont présents depuis très longtemps dans les campagnes pour prévenir les risques de malbouffe, manger pas gras, pas trop gras, pas trop sucré, etc. Mais aucune étude n'a jamais montré que ces messages qui sont tout petits avoir une efficacité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, il faut le faire, c'est très très important de le faire. Parce que, pourquoi c'est important de le faire? Parce que si des parents disent à un enfant c'est pas pour toi, et que l'enfant dit si, et s'il y a écrit le message en bas, le parent peut dire écoute, regarde, on va le lire ensemble, tu vas voir qu'en effet c'est pas pour toi. Donc il faut que ces messages soient écrits, mais ils ont une efficacité vraiment à la marge. Voilà, donc ce qui me très, très rapidement concentrer. Merci beaucoup. Marie-Danée, je vous laisse à ce moment-là répondre. Et voilà, dans l'ordre que vous voulez, et puis peut-être en fonction d'autres idées qui vous viennent, ou aussi de réactions à ce que nous disait Alexandre, des réactions sur le chat. Bien, en fait, je vais rejoindre un petit peu ce que M. Tisserand vient d'évoquer. C'est vrai que beaucoup d'études sont corrélationnelles. Alors, une étude récente de la cohorte, issue de la cohorte Eden, donc une publication française de juin 2021, du coup, a montré quand même que finalement, le temps d'écran n'était pas tellement associé à des difficultés de langage, hormis peut-être les temps de télé pendant les repas. Mais effectivement, les temps de télé pendant les repas cachent souvent autre chose. Et d'ailleurs, c'est la grande difficulté des études sur les outils numériques, c'est qu'ils sont multifactoriels. Et donc, l'usage des écrans peut venir révéler des difficultés, mais on sait par exemple qu'on donne plus souvent les écrans à des enfants qui ont des tempéraments difficiles, qui ont des comportements qui sont durs à gérer par les parents. Et d'ailleurs, c'est aussi lié au stress parental. Et donc finalement, c'est difficile de pouvoir dire que les écrans sont la cause des troubles du comportement. En tout cas, on sait que dans des études longitudinales, notamment de Jenny Radetzky, elle a montré un lien bidirectionnel entre cet usage des écrans et les comportements difficiles des enfants. Donc il y a vraiment une question de multifacteurs, et c'est pour ça que aussi les études sur l'usage numérique sont extrêmement difficiles. C'est que les écrans viennent souvent révéler des difficultés qui pouvaient être préexistantes. La question est plutôt de savoir pourquoi on les utilise, à quoi ils servent, plutôt que de se dire qu'ils sont peut-être justement la cause des difficultés de l'enfant. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir en fait sur finalement que les parents puissent s'interroger sur pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui est attendu dans l'usage numérique? Est-ce que c'est pour calmer un enfant? On sait qu'une publication qu'on vient de soumettre récemment justement avec le docteur Radetzky a montré que des enfants qui ont des fonctions exécutives plus faibles, donc moins de capacité de régulation, sont aussi ceux à qui on fournit le plus d'écrans pour les calmer. Alors là aussi, c'est une étude corrélationnelle, mais malgré tout, elle a l'avantage de pouvoir d'utiliser des méthodes, ce qu'on appelle passive sensing methods, c'est-à-dire ce sont des récoltes d'usage réel des écrans. Parce que là aussi, une vraie difficulté dans les études sur les usages numériques, c'est que le temps d'écran, finalement, et en très très grande majorité dans les études rapportées par les parents. Et on sait que le temps rapporté est une variable de très très mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, on essaie justement d'aller vers des données qui sont vraiment plus proches de la réalité, c'est-à-dire
qu'est-ce qui est réellement fait sur les outils numériques. Alors en France, on va avoir plus de mal avec les lois RGPD, puisque ça demande souvent d'installer des applications sur les outils numériques utilisés par les enfants. Donc on a encore un petit peu de travail sur cette question, mais en tout cas, voilà, les données qu'on commence à avoir aux États-Unis montrent que c'est vraiment important de pouvoir avoir des données objectives et pas juste rapportées. Et donc, ce que M. Tisseron évoquait aussi dans sa première intervention, c'est la question aussi des contenus, parce que justement, beaucoup de parents vont télécharger avec une bonne arrière-pensée des jeux pour les enfants qui sont estampillés comme éducatifs dans les stores, dans les app stores. Le problème, c'est que finalement, on se rend compte que dans 96% des applications gratuites pour les moins de 5 ans, il y a de la publicité. Donc, il y a de la publicité, soit de la publicité cachée, soit de la publicité avec des pop-up qui, donc, du coup, nuisent aussi à capacité d'apprentissage puisque ça interrompt complètement le processus. Et donc, peut-être que justement, les pouvoirs publics peuvent aussi travailler sur la question de la qualité de ces applications dites éducatives et de pouvoir finalement mettre un avertissement peut-être aux parents disant assurez-vous vraiment de la valeur éducative, parce que dès lors qu'une application est qualifiée comme éducative, il y a une certaine confiance de la part des parents et puis de se dire, voilà, ça va être au contraire favorable à mon enfant. Or, finalement, la plupart des applications, notamment gratuites, sont de qualité discutable. En tout cas, elles font souvent appel à des méthodes d'apprentissage très, très restreintes. Donc, finalement, elles n'ont pas vraiment une vraie qualité, un vrai apport supplémentaire pour l'enfant. Alors que, voilà, pour beaucoup de parents, justement, utilisent ça pour donner une chance supplémentaire à leur enfant. Merci à vous. Peut-être Hubert Salone, maintenant vous pouvez nous en dire peut-être notamment sur la façon dont vous pensez qu'il faut ou non réguler justement l'utilisation des écrans dans les établissements scolaires. Peut-être aussi ce que vous disent les parents avec qui vous en échangez. Moi, j'ai le sentiment, notamment dans le département du Loiret dont je suis députée, qu'il y a une vraie demande d'être davantage éclairée sur le bon usage des écrans et sur la façon dont ils doivent ou non limiter cet usage. Les parents, oui, se posent la question parce qu'on entend quand même des messages d'alerte, mais je voulais parler de la recherche d'abord, parce que on voit qu'en discutant avec les enseignants sur ce sujet comme sur d'autres, en discutant avec les parents, on voit qu'ils sont très loin de connaître les produits le travail de la recherche, hein. C'est le cas sur les écrans, mais c'est le cas sur beaucoup de sujets. Et il n'y a pas de passerelle. Et quand on discute avec les enseignants, il y avait par exemple un organisme, enfin qui existe toujours, mais le CNESCO, qui travaillait pour l'éducation nationale et qui mettait en lien la recherche avec les parents, avec les acteurs. Et on s'aperçoit que c'est très difficile de faire descendre. On en discute avec les enseignants, ils savent peu de choses au niveau de la recherche, ils ont fait une formation universitaire, mais après, ils ne savent pas ce qui se passe, sauf quand ils commencent à acheter des livres pour leurs propres enfants, parce que ce que je sais de Monsieur Tisseron et de Madame Danet, je vais m'y intéresser aussi, c'est parce que je vais regarder les livres qu'ils ont écrits, mais ça, regarder les livres, faire de la recherche, c'est pas le cas de la majorité des parents. Hein, si on va dans un kiosque à journaux, on cherche les magazines sur l'éducation, on ne trouve quasiment rien. Hein, il va y avoir 10 magazines sur les véhicules anciens, sur les brocantes, sur plein de choses. Il n'y a pas de magazine sur l'éducation. Il y avait le magazine d'étudiants qui a disparu, qui s'adressait aux plus grands. À la télévision, à la radio, il n'y a pas de... Alors des fois, il y a des émissions sur l'école, sur les choses comme ça, mais finalement, c'est le premier budget au niveau français, l'école. C'est le premier budget pour les communes. C'est le premier budget au niveau mondial, l'éducation. Et finalement, on en parle très peu. Ou alors, on en parle de façon anecdotique. On le voit là ces jours-ci, savoir où le ministre doit passer ses vacances ou pas. Ça intéresse, mais on parle finalement peu de ce qui se passe dans l'école. Et moi, ce que je voulais dire, c'est on peut pas seulement raisonner en parlant aux gens de questions de santé, de questions, voilà. Il faut aussi réfléchir un peu à ce qu'on veut faire des enfants
hein, et, et les enfants, voilà, on voit qu'aujourd'hui, alors si on regarde dans les années, si on voit le petit Nicolas, par exemple, le petit Nicolas, il vivait dans la rue avec ses copains. Il avait, une vie extérieure. Moi, je me souviens quand j'avais 13 ans, je suis parti toute la journée voir une course cycliste parce que j'adorais le vélo. Je suis parti, j'ai fait 40 kilomètres. Mes parents, savaient que j'étais parti, mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout, et les enfants avaient une liberté dans la société qui n'est plus là, et c'est comme si on sent que les parents ont voulu, rapprocher les enfants, de reprendre la main sur leurs enfants, pour les finalement la meilleure pièce, c'est à la maison et c'est dans la chambre. Au moins dans la chambre, on maîtrise, son enfant. Mon fils, par exemple, qui a eu son téléphone portable en quatrième, un jour je l'ai appelé, il n'a pas répondu, hein. On répond pas quand ce sont les parents, et je lui ai dit quand il est rentré: «Quand tu n'avais pas de téléphone, tu étais libre. Mais maintenant que tu as un téléphone, tu as perdu ta liberté parce que maintenant tu dois répondre quand je t'appelle», et ça, on voit que les enfants ont perdu cette liberté. Ils sont revenus, je lisais qu'en Angleterre, je crois, j'ai pas retrouvé l'étude, mais qu'il y a 40 ans, les enfants, connaissaient les 10 kilomètres autour de chez eux, et aujourd'hui, on est arrivé à 200 mètres. Les enfants ne vont plus jouer seuls, dehors. Voilà, même moi, j'ai pas laissé mes enfants jouer seuls dehors, même quand les copains venaient les chercher, parce qu'on s'est refermé sur la maison, hein, et une façon de se détacher des écrans, ce serait aussi de remettre nos enfants, à l'extérieur, de chasser un peu les différentes peurs qu'on a. On voit par exemple, au Danemark ou dans d'autres pays, les enfants de maternelle vont dans la forêt, hein, ils ont classe dans la forêt, ils connaissent leur environnement. Moi, je vis à Chantilly, je suis en bordure de forêt. La plupart des enfants ne sont jamais allés dans la forêt. Ils connaissent pas le nom des arbres, ils connaissent pas les choses, alors que les gamins, il y a 40 ans, ils faisaient des petits ruisseaux, ils faisaient des choses, ils s'amusaient. Et voilà, donc si on arrivait à, et un enfant qui joue au foot, il n'est pas en train de regarder son téléphone portable. Un enfant qui est en train de jouer et de faire une cabane, il ne regarde pas son téléphone portable non plus. Donc il faut aussi ressortir les enfants de la maison. Il faut aussi, peut-être par les mouvements, d'éducation populaire, par les classes, les classes de nature, les sorties, peut-être aller une fois tous les mois dans la forêt pour les classes, pour sortir les enfants, leur montrer dans quel environnement ils vivent, et que leur environnement n'est pas uniquement le téléphone ou le téléphone de leurs parents, quoi. Alors, il y a Marie Danet qui souhaitait réagir, puis Serge Tisseron. Marie Danet, je vous laisse la parole. Oui, alors, pour rebondir sur ce que Monsieur Salin vient d'évoquer, hein, 2 choses, en principales. C'est, la première, la question de, l'accès à l'information, et ça, je pense que c'est un point aussi important dans ce projet de loi, c'est de réduire les inégalités quant à l'information. Notamment, on sait que tous les parents qui, ont un certain niveau d'éducation ou qui s'intéressent à la parentalité, eh bien, vont avoir un niveau d'information qui va être plus important que les autres. Alors après, c'est une information qui n'est pas toujours de qualité, parce que là aussi, on se trouve avec des groupes militants, donc soit ultra pro, soit ultra contre. Et du coup, c'est un petit peu difficile aussi pour les parents, je trouve, de se retrouver dans ces messages qui peuvent parfois être aussi extrêmement alarmistes. Et donc, je pense que quelque chose qui pourrait aussi être fait, c'est d'avoir un titre de référence gouvernemental qui permettrait justement de recenser, eh bien, de façon simplifiée, ce que l'on sait à l'heure actuelle, et qui pourrait aussi être actualisé régulièrement en fonction de l'avancée des connaissances. Ça, c'est une chose, ça permettrait, eh bien, finalement, à tous les services de PMI, ça pourrait même figurer dans le carnet de santé. Voilà, si vous avez une question quant aux écrans, vous avez ce site de référence, un petit peu à l'image de ce qui se fait dans les 1000 jours, hein, l'application mobile, je crois, justement, une partie sur les usages numériques. Donc voilà, ça permettrait finalement à tous les parents d'avoir un même niveau de connaissances, sans pour autant aller lire des livres ou se documenter sur des conférences. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la place des enfants dans l'espace public. On a constaté depuis un certain nombre d'années qu'il y a une diminution de la place des enfants dans l'espace public. Et du coup, ça questionne aussi par rapport aux usages numériques, dans le sens où les parents se trouvent un petit peu dans une injonction parfois, notamment dans les transports publics,
Alors, s'ils donnent un écran à leur enfant pour les occuper dans le train, on va les juger en leur disant ah, ils savent plus occuper leurs enfants. Moi, à l'époque, c'était un crayon, un dessin, on jouait et puis le trajet se passait bien. Et en même temps, bah, si les enfants jouent, sont un petit peu bruyants, eh bien là aussi, les parents sont jugés puisque ah là là, c'est quoi ces enfants? Qu'est-ce qu'ils sont bruyants? Pourquoi ils les mettent pas devant un dessin animé que tout le monde ait la paix pendant le trajet? Donc finalement, les parents se retrouvent un petit peu avec cette question de la place des enfants dans l'espace public, dans une injonction de, en même temps, il faut avoir des enfants calmes, parfaits, et en même temps, il ne faut pas leur donner les écrans. Et on constate aussi que certains parents, dans l'espace public, eh bien, vont avoir plus facilement tendance à donner un écran à leurs enfants pour ne pas avoir à subir la pression du regard des autres lorsqu'un enfant va être un petit peu turbulent. On regarde au restaurant, dans les salles d'attente, parfois même les enfants dans les poussettes qui vont faire un peu trop de bruit, qui vont crier, hop, on peut facilement leur donner un téléphone pour pouvoir les aider à faire moins de bruit. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une question de réflexion sur la place de l'enfant dans l'espace public. Oui, tout à fait. Je me permets juste de réagir rapidement là-dessus, même si moi, je me pose la question de savoir si cette pression et ce regard sur les parents et sur la façon dont ils éduquent leurs enfants n'a pas toujours existé. Peut-être qu'il y a une plus grande sensibilité aujourd'hui de certains parents à ce regard qu'ils vont avoir, parce que j'imagine qu'à toute époque, d'un enfant jeune, par définition, c'est voilà, quand ils ont faim, quand ils sont petits, ils pleurent. Mais peut-être qu'aujourd'hui aussi, les parents craignent plus ce regard-là. Monsieur Serge Tisseron, je vous laisse. Et puis peut-être après, Alexandre, tu nous diras s'il y a des réactions sur le chat. Oui, il y en Oui, a, je vous ferai le d'abord relais. un petit mot sur l'éducation. Il y a une revue, la revue de l'école des parents et des éducateurs. Je connais bien, j'y participe, il y en a au moins une, il y en a peut-être d'autres, celle-là, je la connais bien. Alors, sinon, oui, il faut comprendre que il y a deux choses aujourd'hui qui ont beaucoup changé. Les parents veulent mieux, ils choisissent le nombre d'enfants qu'ils veulent, voilà, ils choisissent le moment où ils les veulent, presque ils pourraient choisir le sexe qu'ils veulent. Et donc, du coup, ils veillent, beaucoup de parents veillent très précautionneusement sur leur enfant. Et du coup, beaucoup d'enfants sont contraints de rentrer très vite de l'école. Et en plus, il y a très peu d'espace public que les jeunes peuvent aujourd'hui investir. Donc, il y a une époque, on pouvait faire par exemple du hockey sur béton, place de la Bastille. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire du tout. Ça a été transformé avec avec des arbres et des bancs pour qui? Pour les bébés, pour les vieux. Mais pour les ados et les pré-ados, il n'y a rien. Il n'y a plus rien du tout. Avant, il y avait des friches. Quand j'étais enfant, il y avait des friches à cause de la dernière guerre, etc. Il n'y a plus rien du tout. Et donc, du coup, pression des parents qui veulent protéger leurs enfants, donc restent à la maison. Pas d'espace public dans lequel ils peuvent investir. Et du coup, il y a tout un débat aux États-Unis pour savoir si c'est parce que les enfants iraient plus sur les outils numériques qu'ils se rencontreraient moins pour de vrai, en présence physique, ou bien, là encore, problème de corrélation et causalité encore incertaine, ou bien si ça ne serait pas le contraire, c'est-à-dire parce que les enfants ne peuvent pas sortir et aller dans des espaces publics qui n'existent pas, ils se retrouveraient beaucoup plus sur Internet. Pardon. Alors, autre problème qui a été évoqué, les inégalités. Les inégalités, en effet, par rapport aux informations, elles sont massives. Mais la grosse inégalité, c'est l'inégalité par rapport aux alternatives. À Paris ou dans beaucoup de grandes villes, si vous avez de l'argent, on voit des enfants, le lundi soir après l'école, ils vont au karaté, le mardi, ils vont au dessin, le mercredi, ils vont à la musique, le jeudi, ils vont apprenez à coder, etc. Si, mais tout ça est très, très cher. Et donc, du coup, il y a une énorme inégalité entre les parents qui peuvent proposer des alternatives aux écrans à leurs enfants et les parents qui ne le peuvent pas. Et donc, je pense qu'une mesure phare, ça serait que toutes les municipalités soient obligées de créer des activités gratuites et encadrées pour tous les enfants. Parce que, et avec un prix correspondant aux revenus familiaux. Parce que cette inégalité, elle explique pourquoi certains enfants restent tout le temps dans les écrans, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et dans la Silicon Valley, les enfants, évidemment, ils font beaucoup d'autres choses que les écrans, mais rendez-vous compte, ils ont un emploi du temps de ministre là-bas. Ils ont même des coachs pour pouvoir intervenir en public très vite. Donc, ils ont un emploi du temps saturé. Voilà, pas de problème de surexposition aux écrans. Ça, donc, l'inégalité de l'information, oui, mais l'inégalité des alternatives, tant qu'elle ne sera pas comblée, vous aurez toujours des enfants de milieux socialement favorisés sur lesquels les parents veilleront en proposant des activités
pour que l'enfant ne soit pas scotché aux écrans, et puis des familles des milieux modestes dans lesquelles il n'y a pas d'alternative et les enfants restent scotchés aux écrans. C'est vraiment intéressant et ça, c'est quelque chose qui m'a été dit à plusieurs reprises et auquel je n'avais pas du tout pensé dans ma proposition de loi initiale, qui est de construire des alternatives aux écrans et que si on ne fait pas ça, et ben, effectivement, on est dans un je ne sais pas, Alexandre, s'il y a des réactions, sur le chat? Comme Alors, on ne le voit pas, dans normalement, on le, doit le voir, mais là, dans le voilà. chat, est-ce que vous m'entendez bien là? Ah, Oui? on t'entend pas, Alexandre. Ah, vous m'entendez pas. Alors, attendez. Hop. Non, toujours pas. Là, vous Là, vous m'entendez? m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, Donc, alors, alors, c'est de c'est là de que là que venait le venait le problème de problème son. de son. Ok, sur le chat, ils m'entendent bien en revanche. Alors, donc, dans le chat, oui, il y a des gens qui revenaient tout à l'heure sur ce que vous disiez sur Marie Danet, sur les applications. Ils proposaient d'interdire la pub dans les apps destinées aux petits. Alors, ça, c'est aussi quelqu'un qui demandait est-ce que les acteurs du numérique vont également être auditionnés? Parce que ça peut se faire qu'avec leur accord. Il y a une autre personne qui nous disait excellente réflexion sur la place et le regard de la société sur l'enfant. Donc, certainement Monsieur Salin et Marie Danet sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis quelqu'un qui disait les livres étaient conçus pour apprendre progressivement, ce que propose Internet n'a rien de progressif. Les mesures des messages de prévention pourraient être adoptées tout en ajoutant à la loi quelque chose du type un rapport annuel systématisé sur l'évolution de l'usage des écrans en parallèle des nouvelles mesures prises. Donc ça rejoignait peut-être ce que vous disiez sur le site mis à disposition par le gouvernement pour l'information. Ou alors, ça pourrait être l'idée de créer un observatoire, ce qui est une autre idée. À mon avis, ça pourrait être intéressant aussi. Un observatoire des usages, des temps, parce que là, on a des cohortes, on a des expertises, mais on n'a peut-être pas quelque chose d'aussi systématique. La Direction générale de la santé l'a prévu, hein, dans son dernier rapport. Ils ont travaillé de 2018 à 2022 et ils ont fait un certain nombre de propositions, dont celle-là. Je ne sais pas qui souhaitait réagir, sinon aussi voilà, aux réactions des personnes qui nous suivent et qui commentent sur le chat. Hum, Non, bah écoutez, non. Moi, j'aimerais compléter ce que je disais sur effectivement, sur l'intérêt pour les enfants d'avoir une vie à l'extérieur, hein, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de bien de la vie à l'extérieur, c'est que des fois, elle n'est pas connue des parents, hein. Quand je dis pas connue, c'est pas qu'il y a des choses qui sont cachées, mais les enfants ont une autre vie que celle qui se passe dans la maison, d'autres choses à raconter. C'est qu'on voit, et ça, j'en ai fait l'expérience, c'est que souvent dans cette autre vie, les enfants n'ont pas plus d'espace de liberté que dans le cadre de l'école. C'est-à-dire qu'ils font de la musique, mais on leur demande pas ce qu'ils veulent jouer. Ils font de la danse, on leur demande pas ce qu'ils veulent danser. Ils font au foot, on leur dit tu vas jouer ici, tu vas jouer là. Et les enfants n'ont pas cet espace de liberté, des fois, de s'organiser eux-mêmes, de jouer simplement, hein. C'est-à-dire qu'on veut toujours que les enfants, et là c'est la place de l'enfant aussi, on veut que les enfants ressemblent à ce qu'on a envie qu'ils soient. On veut et il faut aussi accepter. Alors moi j'ai fait au niveau de mes enfants l'expérience du scoutisme qui existe. Alors il y a de tout, hein, mais voilà, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai vu les enfants dès qu'ils ont 6 ans ou 7 ans, ils se réunissent. Ils discutent, alors ils prennent des décisions qui ne sont pas forcément des décisions essentielles. Ça va être le thème du camp d'été, est-ce qu'on fait Harry Potter ou autre chose, mais progressivement, il y a un fonctionnement un petit peu démocratique et on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire. Et, et grâce à ça, ils grandissent aussi et je pense qu'ils peuvent se sentir mieux parce que si on construit des activités extérieures mais dans lesquelles les enfants ne sont que tu te mets ici, tu fais ça, j'ai décidé que vous allez faire ça, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant pour permettre aux enfants de grandir et de retrouver un peu des responsabilités, puis une vie qui soit pas entièrement réglée par les adultes, quoi. Mais ça, pour les adultes, il faut aussi du lâcher prise et c'est difficile, quoi. Et est-ce que dans ce que vous dites, le prolongement, c'est aussi de dire finalement cette liberté-là, ils vont, pour certains, les retrouver dans les jeux vidéo, dans certains espaces justement du numérique ou pas? Bah, je pense que les enfants ont besoin aussi d'avoir une distance un peu avec leurs parents et cette intimité, ils peuvent la retrouver justement en pratiquant les jeux vidéo, en regardant des choses parce que ça, qui peut savoir ce que fait son enfant,
on sait bien qu'il y a rien de plus facile à fermer qu'une fenêtre sur un ordinateur, sur un écran et j'espère qu'ils cachent des choses à leurs parents parce que vivre entièrement sous le regard des parents, c'est difficile et le numérique alors là, je vais vous donner un exemple, c'est pas l'écran, mais c'est la montre connectée. Il y a une mère qui me disait: «Mon enfant, je le laisse pas aller sur internet, choses comme ça, mais par contre, il a une montre connectée. Quand il arrive à l'école, il appuie dessus et comme ça, je sais qu'il est arrivé». Et je me dis: «Mais quelle liberté a encore cet enfant? Il est sous le contrôle de sa mère en permanence». Il vaudrait mieux qu'il soit en train de regarder des trucs un peu, autrement, mais il faut qu'on ait, enfin, c'est pas facile, mais il faut qu'on arrive un peu à lâcher prise sur nos enfants et à considérer qu'ils sont capables aussi de faire des choses. On parlait tout à l'heure des transports. On voit que c'est quand les enfants sont en sixième qu'il y a le plus d'accidents de transport. Parce que quand ils arrivent au collège, on est obligé de les lâcher. Parce que les parents, en primaire, ils veulent pas laisser un enfant traverser la rue tout seul, ils veulent pas lui donner les clés, ils veulent pas. Mais il y a un moment, il faut bien se dessaisir de ces enfants pour qu'ils grandissent. Et ça, bah, c'est vrai que la première fois qu'ils vont chercher le pain tout seuls, à la maison, on transpire, hein. On est plus en sueur que, que notre enfant qui est parti, mais il faut aussi accepter ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être une société qui va chercher à donner plus de liberté aux enfants, plus de responsabilité, plus d'indépendance et, et avoir une vie qui soit pas seulement à la maison, dans la chambre, quoi. Il y a Serge Tisseron, puis Marie Danet qui souhaitait réagir. Oui, juste un petit mot. Oui, vous avez bien raison. L'éducation consiste pas à diriger et protéger les enfants, mais à leur apprendre à s'autodiriger, à s'autoprotéger. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux parents. Mais comme vous avez évoqué les jeux vidéo, ben écoutez, les jeux vidéo sont souvent pour les enfants une manière d'échapper à leurs parents. Parce que moi, j'ai des amis joueurs de jeux vidéo, leurs enfants ne jouent pas aux jeux vidéo. Ou alors, ils jouent à des jeux vidéo auxquels les parents n'ont jamais joué. Parce que le jeu vidéo, c'est leur espace. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en parlent pas, d'ailleurs. Ils peuvent en parler à table et tout, hein. Mais ils veulent que ce soit un espace dans lequel ils échappent au regard des parents. Et beaucoup de parents trouvent que leur enfant est trop sur les outils numériques, mais en fait, il n'y est pas vraiment trop. C'est que quand il y est, les parents, n'y comprenant plus rien, se demandent s'il ne fait pas des choses dangereuses et du coup, un certain nombre de parents peuvent être très inquiets de ce que fait l'enfant, pas parce qu'il y passerait trop de temps, mais parce qu'ils ne comprennent rien à ce qu'il y fait. Et je rejoins ce que disait Marie Danet tout à l'heure, c'est que de plus en plus de recherches portent le projecteur sur le contenu et également sur l'importance des interactions familiales. Et savoir ce qu'un enfant fait sur un écran, même si il ne veut pas parler du jeu vidéo auquel il joue, et bien que les parents quand même en sachent suffisamment pour pouvoir en parler avec lui et lui montrer qu'ils accordent de l'importance à l'activité. Vous savez, les outils numériques, on ne va pas se lancer là-dedans, mais peuvent être utiles pour beaucoup de choses, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Il y a une chose qu'ils n'apprennent pas, c'est à raconter, c'est à parler, c'est ce qu'on appelle la compétence narrative, se raconter, raconter ce qu'on vit. Et quand on a la compétence narrative, on se socialise beaucoup mieux, évidemment, et on a plus d'insight sur soi-même aussi parce qu'on se parle à soi-même. Et donc tout ça, ben, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire avec les outils numériques, mais qui nécessite que les familles investissent ce territoire-là, c'est-à-dire celui des échanges autour des pratiques numériques. Alors, sur l'autorégulation des enfants, il y a Waiting for Solal dans le chat qui nous dit n'est-ce pas impossible pour les très jeunes enfants à 6 ans, par exemple, on n'est pas encore raisonnable pour s'autoréguler? Mais bien sûr, mais alors ça, je me permets d'y répondre parce qu'on me pose souvent la question, parce que à 3, 6, 9, 12, on a 3 repères, c'est-à-dire alternance, accompagnement, apprentissage de l'autorégulation. L'apprentissage de l'autorégulation, ça ne veut pas dire que l'enfant l'a, ça veut dire qu'il faut lui apprendre. Or, on sait, grâce aux travaux en neurosciences, que la première étape sur la voie de l'apprentissage de l'autorégulation, c'est la capacité d'attendre. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, si vous donnez un temps d'écran à vos enfants, mais fixez-le jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans, après c'est différent, mais fixez-le à un horaire fixe de manière à ce que l'enfant soit invité à attendre. L'enfant dit télé, 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 non, regarde l'heure qu'il est, la pendule et tout, l'enfant apprendra très vite à lire la pendule, et tu l'as à telle heure. Ça, c'est la première marche sur la voie d'apprendre l'autorégulation. Mais en même temps, on apprend bien que par l'exemple. C'est pour ça que si les parents utilisent leur téléphone mobile pendant le repas, par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que les enfants s'autorégulent quand ils en auront un, hein. Ça, il y a une question. Si vous voulez, on sait bien que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils écoutent ce qu'ils voient faire. Si les parents regardent la télé ou jouent à un jeu vidéo après le repas,
par exemple, mais se couche à une certaine heure, c'est aussi un très, très bon message comme ça. Ne jamais vous savez, Jean Twenge, qui a beaucoup travaillé sur les dommages du téléphone mobile aux États-Unis, donne comme principal conseil: chacun dans la famille s'achète un réveil. Pourquoi? Parce que si les parents emmènent leur téléphone mobile dans leur chambre pour se réveiller le matin, le préado ou l'ado qui a un téléphone mobile dit: «Moi, je fais pareil». Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est soumis à la tentation d'aller retrouver ses copains à toute heure de la nuit. Et donc du coup, pour rétablir une égalité, tout le monde s'achète un réveil et tout le monde laisse son téléphone mobile sur un rack, sur un espace dédié le soir. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'un jeune enfant ne peut pas s'autoréguler. C'est aux parents de lui apprendre. C'est une très bonne idée, l'idée des réveils, je la prends. Marie-Dannée? Oui, alors je vais rebondir sur ce que Monsieur Salin et Monsieur Tisseron disaient. Par rapport à ce que Monsieur Salin évoquait, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir aujourd'hui autour de la question de l'ennui. L'ennui des enfants, mais de l'ennui des adultes aussi, hein. On perd, j'ai l'impression, notre capacité à nous ennuyer, ou en tout cas, le réflexe facile, c'est de pouvoir sortir son téléphone de sa poche. Et finalement, avec les enfants, j'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose qui peut être similaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir tendance à sur-remplir leurs emplois du temps et du coup, ça leur laisse plus beaucoup d'opportunités finalement de s'ennuyer, de tourner en rond, de râler sur le fait qu'ils s'ennuient. Et du coup, ça peut aussi, en termes de créativité, je pense que c'est un peu dommage. Alors, j'ai pas de réponse à ça. Je trouve que voilà, c'est une réflexion que chacun peut avoir, cette question de la place de l'ennui dans, dans son fonctionnement, dans le fonctionnement de sa famille. Et par rapport à ce que Monsieur Tisseron évoquait aussi, la question de... zut, j'ai perdu le fil. C'était ce que vous veniez d'évoquer. Ah, votre micro est coupé. Alors, votre micro est coupé. Ah si, ah, c'est bon, ça m'est revenu. C'est l'autorégulation, voilà. Voilà, donc en fait, c'était par rapport à cette question d'apprentissage et de communication autour des usages numériques, hein. Il y a des travaux de Livingstone notamment qui montrent que les parents qui vont avoir un style de médiation numérique plutôt, on va dire, dit démocratique, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a des interdits, en même temps, il y a beaucoup d'échanges, eh bien, ça maximise vraiment les opportunités que les enfants peuvent avoir sur le numérique. Alors, ça maximise aussi un petit peu les risques, mais lorsqu'on peut avoir justement des échanges, ça permet aux enfants, par exemple, lorsqu'ils ont accès de façon accidentelle à des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge, de pouvoir en parler à leurs parents parce qu'ils savent qu'il y a une discussion possible autour de ces usages. Alors que lorsqu'il y a uniquement des interdits, eh bien, les enfants peuvent se retrouver face à des images qui peuvent les choquer sans savoir finalement vers qui se tourner. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une campagne récemment à la télévision sur cette question de... C'était une petite fille qui disait, voilà, j'ai vu quelque chose, j'y repense beaucoup, mais je ne peux pas en parler à mes parents. Et je pense que la question des échanges vraiment familiaux sur les usages numériques, elle est essentielle et que les parents ont vraiment un rôle d'accompagnateur de ces usages. Alors après, là aussi, on en revient aux inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont très à l'aise avec les outils numériques, soit par goût, soit par plaisir, ou soit par leur travail. Ils ont accès beaucoup aux outils numériques. Et d'autres parents qui, peut-être de par leur travail ou de par un manque d'intérêt pour les outils numériques, sont moins formés et du coup ont moins de compétences. Et on sait que le fait d'avoir moins de compétences dans les usages numériques, eh bien, c'est plus lié à des usages restrictifs des outils numériques. Donc là aussi, peut-être que des accompagnements des parents à la connaissance des outils numériques pour mieux les aider à accompagner leurs enfants pourrait être intéressant. Alors, il y a un certain nombre de choses qui existent, hein. Par exemple, je crois que ça s'appelle la mallette numérique ou quelque chose comme ça qui permet d'apprendre des guides pour les parents. Mais là aussi, il faut quand même avoir fouillé un petit peu pour avoir accès à ce type de site. Écoutez, mais merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange. Je vous propose qu'on fasse peut-être un dernier tour de table avec un mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Mais vraiment, je vous remercie chaleureusement d'avoir consacré du temps à ces travaux et j'espère que voilà, cela permettra d'avoir
une proposition de loi plus riche et qui sera voilà, enrichie aussi des commentaires des gens qui ont participé au chat. Je les en remercie par la même occasion. Donc peut-être on peut refaire dans le même ordre, Monsieur Tisserand. Oui, alors 3 mots. Donc là, du fait de notre spécialité, on a beaucoup évoqué le levier éducatif, hein, les familles et tout. Bon, il ne faut jamais oublier qu'il y a 3 leviers, hein, le levier juridique, le levier technologique et le levier éducatif. Donc c'est important que les mesures proposées abondent dans ces 3 domaines, parce que sinon on risquerait de faire porter sur les parents toute la responsabilité des problèmes posés par les écrans. Et de la même manière, ce n'est pas raisonnable de crier haro contre les GAFA et pas réaliser que la technoférence est tout aussi problématique. Donc il faut absolument avancer sur ces 3 domaines en même temps, en essayant de leur accorder autant d'importance. Bien, Marie-Dannée. Alors, je vais abonder dans le même sens et puis vraiment rappeler aussi que une des clés, je pense, c'est les échanges dans les interactions par-enfant, donc ce qui stimule le langage, mais aussi les échanges dans les usages numériques et surtout la surveillance, enfin, non, plutôt la conscience de son utilisation en tant que parent et aussi de celle de son enfant. Donc, je pense que vraiment, la notion de usage raisonné est, en mon sens, assez intéressante. Merci à vous. Et Monsieur Hubert Saloun, vous avez le mot de la fin. Voilà, voilà. Alors moi, je vais faire une proposition, moi. Ce serait, alors même si on n'est pas directement sur les écrans, mais parce que c'est quoi faire avec ses enfants, comment vivre en famille, créer une journée dans l'éducation nationale des jeux de société, hein. Parce qu'on voit que les jeux de société, c'est très inégalitaire, hein. Il y a des familles qui ont beaucoup de jeux de société et d'autres familles qui connaissent pas les jeux de société. Et les jeux de société, ils permettent des tas de choses au niveau socialisation, ils permettent de développer le sens de l'humour, de gérer ses émotions, c'est pas toujours facile. Ils permettent aussi de faire beaucoup d'apprentissage. Mes enfants ont appris à jouer à la belote à 6 ans. Quand on joue à la belote, on apprend à compter les points, on apprend à prendre des décisions en 10 secondes, on apprend à être des fois un peu méchant, on apprend à imaginer ce qu'a son partenaire. Ça présente plein d'intérêts, plein de choses. Et les enfants, je pense qu'ils ne demandent pas mieux, mais il faut effectivement, parce qu'une boîte de jeux de société, c'est pas donné. Et là, j'ai appris aujourd'hui, en me renseignant sur le sujet, que dans le Pass Culture, par exemple, on peut acheter des jeux vidéo, mais on ne peut pas acheter des jeux de société. Ce qui est quand même dommage. Alors, je crois qu'ils sont en train de chercher à s'organiser, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas acheter de jeux de société avec le Pass Culture. Hein, c'est aussi de la culture. Ouais, créer une journée jeux de société aussi dans les entreprises et les ministères, ça pourrait être utile. Ça pourrait résoudre quelques désaccords, en effet. Écoutez, un grand merci, Alexandre. Je ne sais pas s'il y avait voilà, d'autres retours, mais en tout cas, moi, de mon côté, je voulais vraiment vous remercier. Et puis, je vous tiendrai évidemment informé de la suite, notamment des propositions que vous avez faites ce soir. Et j'espère que je pourrai aller au bout de cette démarche. Voilà, merci à vous et très bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, c'était très intéressant. C'était un plaisir. On va pouvoir regarder nos téléphones maintenant.